Good Morning Business, le grand entretien. 7h44 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On va revenir sur le dossier EDF avec notre invité Nicolas de Varenne. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin avec Raphaël Legendre. Vous êtes le président de l'Uniden. Vous représentez les industries fortement consommatrices d'énergie en France, l'agroalimentaire, l'automobile, la chimie et bien d'autres. Question simple, réponse simple. Est-ce que ce sont les industriels qui ont eu la peau de Luc Rémont ? Je dirais que ce n'est absolument pas le sujet. Le sujet, c'est l'avenir de notre industrie. L'avenir de l'industrie électro-intensive qui dépend de l'électricité pour l'essentiel de son coût de production. C'est là le sujet. Je crois que... C'est un peu le sujet quand même. Quand on voit Benoît Bazin de Saint-Gobain dire sur notre antenne la semaine dernière EDF fait un bras d'honneur à l'industrie française et le patron d'EDF débarquer quelques heures plus tard, on se demande s'il n'y a pas quand même un lien direct. Je n'ai pas de commentaire à faire sur les déclarations des uns ou des autres. Je crois que Benoît Bazin a exprimé une inquiétude très légitime, qui est celle de toute l'industrie exposée à la concurrence internationale, qu'elle soit chinoise ou américaine, qui est déchaînée, que nous n'avons jamais connue à ce niveau. Il a exprimé une inquiétude légitime qui était de savoir où allons-nous en termes de prix d'électricité et comment l'atout nucléaire profite également à l'industrie française et à l'industrie amont qui doit rester en France. Mais on a vu les tensions, Nicolas de Varenne, monter avec les électro-intensifs, les industries électro-intensives et Luc Rémont. Est-ce que c'est un soulagement aujourd'hui de le voir quitter l'entreprise pour clôturer ces négociations ? Est-ce que ça va permettre d'aller... Absolument pas une question de personne, je ne me permets pas de porter le moindre jugement. EDF est une très grande entreprise, une entreprise performante. Nous devons retrouver et maintenant achever ces discussions. Ces discussions ont commencé il y a trop longtemps. Nous en avons besoin parce qu'aujourd'hui, nous, très concrètement, qu'est-ce que nous faisons ? Nous suspendons le crayon. Nous arrêtons de décider de projets de décarbonation, des projets d'investissement. Et ça, c'est mortifère. Il n'y a rien pour remplacer l'Arenh, là, aujourd'hui, clairement. On ne sait pas de quoi sera fait le prix de l'électricité quand on est un... Alors absolument, l'Arenh disparaît au 1er janvier. Donc aujourd'hui, on a un petit peu de relief, comme on dit en anglais, qui est dû au fait que les prix de marché de gros sont à peu près un peu plus acceptables. Ils sont un peu plus acceptables, on les a connus beaucoup plus bas. Ils sont un peu plus acceptables. Donc ce que font les industriels aujourd'hui, comme on n'a pas de visibilité sur le long terme, on prend des dispositions, qui est une exigence de prudence. C'est-à-dire qu'on prend des dispositions pour se couvrir sur 2026. Mais on avance comme ça à la petite semaine. C'est-à-dire qu'en fait, et avancer à la petite semaine sur les prix d'électricité, ça veut dire qu'on décide de ne pas investir, de ne pas prendre de décision de se décarboner. C'est ça ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, on achète à terme, sur ce qu'on appelle du calendar, donc on achète du 2026, on achète du 2027, et pour le 2026, très probablement une part très importante. Donc la question de ces contrats long terme dont nous avons besoin, c'est une question à 10 ou 15 ans. Donc là, il va y avoir un report, je dirais, d'entrée en vigueur probable d'un an, ou en tout cas d'une partie d'année. Néanmoins, il faut y aller. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Combien de contrats ont été signés officiellement ? Combien de lettres d'intention ? Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur vos adhérents ? Il faut raisonner en volume concerné. Il y a eu effectivement une dizaine de lettres d'intention, mais j'ai compris, d'après ce qui a été dit par Bercy, que le contrat qui a été signé représentait 1% de la cible. Donc 1% de la cible en 2 ans, on ne peut pas dire que les négociations... Pour l'ensemble des entreprises, là, si on parle uniquement des électro-intensifs. 1% de la cible qui avait été définie lors de l'accord du 14 novembre 2023. Dans l'accord du 14 novembre 2023, où l'État, vis-à-vis d'EDF, enfin, en tant qu'actionnaire, a consacré la liberté commerciale d'EDF, il y avait une contrepartie qui était de dire liberté commerciale, ok, mais la contrepartie, c'est qu'il y a une population très limitée qui sera à terme 2030-2035 de l'ordre de 40 TWh, c'est-à-dire en fait moins de 5% de la production française. Eh bien, cette population est exposée à la concurrence internationale et ne peut pas vivre sur le marché. Quel que soit le marché, il y a besoin de visibilité sur des contrats. Comme c'était le cas dans l'histoire. Historiquement, toutes ces industries se sont développées sur l'hydroélectricité, puis après l'industrialisation et après sur le nucléaire. Il y avait ce lien organique entre ces grands sites industriels et EDF. Ces contrats long terme ont disparu pour différentes raisons. Aujourd'hui, on voit bien que la nécessité s'impose de les reconduire. Voilà. Et il faut aboutir. Donc ce mécanisme d'enchère, vous n'en voulez pas, c'est ça qui a mis en partie le feu au poudre. Quel type de mécanisme fonctionnerait ? Est-ce qu'il faut refaire l'Arenh telle qu'elle était ? Moi, je ne prononce pas ce mécanisme d'enchère. EDF est libre de faire par ailleurs dans son offre commerciale. Ça n'a pas plu aux industriels ? Eh bien, on a constaté de façon assez surprenante que nos discussions n'avançaient plus et que dans le même temps, EDF lançait cette enchère
vis-à-vis de l'ensemble, vis-à-vis de tout le monde. Donc, on a dit, il y a une question de priorité. Et nous avons réaffirmé la priorité en disant, effectivement, on a dit EDF ne doit pas tourner le dos à l'industrie, mais on entendait bien qu'il ne le fasse pas. C'est-à-dire que nos discussions propres, spécifiques, bilatérales, avancent et se concluent dans un délai rapide. Vous voyez, on a eu le sentiment qu'il y avait un peu une inversion des priorités. Et que, faire des enchères, c'est tourner le dos à l'industrie. On a eu le sentiment qu'il y avait une inversion des priorités, et qu'on considérait que les discussions étant difficiles, mais c'est normal pour ces discussions comme ça. Ce qui n'est pas normal, c'est que ce soit aussi long, et que donc la dynamique de discussion n'est pas permis d'aboutir et de converger sur le niveau de prix qui nous soit nécessaire. Et qu'on aboutisse à une situation gagnant-gagnant avec EDF. Parce que c'est bien ça dont il s'agit. Il n'y a pas de débat. Je veux dire, nous ne sommes pas du tout contre EDF. Au contraire, on a fonctionné. On doit être... il y a une situation, il y a un partage de la valeur, voilà, pour s'exprimer de façon un peu... il y a un partage de la valeur à trouver entre le groupe EDF, parce que EDF a besoin de notre consommation en base. Nous avons besoin de la production en base d'EDF. C'est fondamental. Nous avons un profil qu'on appelle un profil plat, une consommation en base. Et donc, il y a une espèce de synergie, je dirais, quasi génétique qui existait, elle a disparu, il faut la reconstituer. Quand est-ce qu'il faut arriver à ces négociations ? Tout le monde, c'est vrai que les industriels les attendaient le 14 novembre 2024 pour les 1 an de l'accord signé avec l'État. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez à EDF ? Qu'est-ce que vous demandez à Bernard Fontana, son nouveau PDG ? On atterrit avant l'été, on atterrit à l'automne. Oui, je crois que c'est une question de semaine, de mois. Fixons une date, atterrissons avant l'été. Je pense que c'est pas incommensurable, c'est pas inaccessible. Bien sûr que non. Il y a un écart qui subsiste. Il faut combler cet écart et il faut mesurer. Je dirais que ce sujet de la discussion, nous représentons une petite population, je le rappelle. Hein. De quoi parle-t-on ? On parle sur l'ensemble de la production d'EDF, donc était sensiblement, je parle hors nucléaire, hein, mais enfin globalement la production d'EDF 430 TWh l'année dernière, le nucléaire 363 de mémoire. Bon, le sujet dont on parle, c'est quelque chose à 10-15 TWh maintenant. Peut-être 40, c'était la cible qui a été fixée, mais on verra en fonction de la décarbonation. Bon. Il ne paraît pas que ce soit inaccessible que de converger sur un niveau de prix qui est celui, je le répète, qui est celui dont nous avons besoin pour résister à la concurrence internationale. Mais la crainte, c'était que derrière, les autres clients d'EDF s'alignent sur ces prix bonifiés en quelque sorte. Oui, il y avait cet aspect-là dans le produit qui a été construit par EDF qui s'appelle un CAPN, qui est un contrat d'accès à la production nucléaire. Il y avait aussi le point légitime mis en avant par EDF de ne pas vendre en dessous de son coproduction. Mais la question fondamentale est de savoir qu'est-ce que le coproduction et de quoi parle-t-on. Et c'est là une grande partie du débat. Et nous on revient à zéro au début des discussions d'il y a 2 ans. Vous vous souvenez ? Exactement. Donc c'est pour ça qu'on a le sentiment de tourner en rond. Donc c'est pour ça que je considère qu'aujourd'hui, eh bien, voilà, le pas à franchir de part et d'autre fait qu'on doit arriver à un accord équilibré. Et qu'il soit gagnant-gagnant, je vous le répète. Derrière, vous comprenez quand même que Luc Rémont, lui, se dise à un moment donné, j'ai besoin d'un prix minimum pour financer mon nucléaire demain, les EPR, l'avenir énergétique de la France. C'est pour ça que ce matin, c'est un boulot impossible. Il y a trop d'injonctions contradictoires. Non, je ne crois pas. Vous savez, diriger une entreprise, c'est toujours gérer des compromis, gérer des équilibres. Je le répète, nous représentons moins de 5% de la production électrique d'EDF. Donc, de quoi parle-t-on ? Le prix, d'abord, je rappelle quand même que EDF vient de sortir des résultats. Et bravo à EDF. La mobilisation industrielle fait qu'ils sont revenus à un niveau de production tout à fait satisfaisant. EDF a quand même sorti 11,5 milliards de résultats l'année dernière avec un AREN à 42 sur 230, puisque c'est sensiblement 230 TWh. Il y a 100, et puis EDF duplique ce prix, avec 42. Si on passe dans une situation de marché telle que les prix de marché sont établis actuellement, c'est-à-dire de l'ordre de 60 à 65 TWh, vous voyez le bond sur les résultats prévisionnels d'EDF en 2025. Sachant néanmoins qu'il y a une partie qui a été significative qui a été vendue à terme, donc ce sera peut-être... c'est pas exactement que si on vend la même chose que si on vendait au comptant, mais néanmoins. Voilà, donc simplement la question du prix moyen de vente de l'électricité. Il y a par ailleurs les tarifs pour les particuliers, les tarifs réguliers de vente qui, lui, est calculé sur l'AREN. L'AREN sert de base de calcul au TRV, qui concerne 66% des ménages en France, au moins. Bon, et celui-ci, tout ça va progresser mécaniquement, puisqu'il va être maintenant, il y a une composante marché dans le calcul du TRV. Pas de vacances du pouvoir à EDF, ça sera Bernard Fontana qui va prendre la suite. Quelle relation vous avez, quelle vision vous avez de lui ?
Écoutez, je ne le connais pas. J'ai l'impression que c'est un grand industriel. C'est un homme qui connaît parfaitement la maison. C'est un homme d'ingénierie. Il vient de Framatome. Il avait avant une expérience industrielle dans différents secteurs. Il a commencé dans l'acier, l'inox, le ciment. Donc, il a une bonne connaissance de l'industrie. Il a une connaissance intime d'EDF. Et c'est un homme d'ingénierie. Donc, c'est un homme d'ingénierie et de réalisation. Donc, en termes de timing, de calendrier et sur le momentum à donner au programme nucléaire, c'est certainement l'homme de la situation. Enfin, je pense que. Vous appelez à le voir rapidement? Écoutez, non, nous avons des contacts. Enfin, c'est pas le sujet. Là, il y a des équipes commerciales qui sont là, avec lesquelles nous discutons. Nous sommes en contact permanent. Hein. C'est un reset pour les négociations, le fait de changer de PDG d'EDF, où on continue avec effectivement les échelons inférieurs, ce qui a été fait depuis. Je le répète, l'écart qui nous sépare d'un accord n'est pas si important que ça. Ouais. Donc, jette pas le bébé avec l'eau du bain. Merci Nicolas de Varenne d'être venu ce matin, le président de l'Uniden.